Bonjour à toutes et à tous. Nous vous remercions de vous être connectés à ce webinaire durant lequel nous aborderons les thématiques autour de la dématérialisation fiscale des factures. Et nous aborderons également l'implémentation de la solution EasyInvoice pour répondre à ces problématiques, justement. Donc nous allons être deux à intervenir. Tout d'abord, il y aura Philippe Gélin, qui est un consultant expert de la facture électronique et de son cadre réglementaire, donc France et international. Donc Philippe Gélin va aborder la première partie réglementaire, et moi-même, donc Olivier Lequeux, responsable du pôle développement de la solution EasyInvoice, qui abordera la partie projet solution en deuxième partie. Philippe, je te laisse commencer la partie réglementaire. Merci beaucoup Olivier. Donc mon nom est Philippe Gélin, je suis un consultant indépendant dans le domaine de la dématérialisation fiscale et j'aide des sociétés à déployer des projets de facturation électronique. Pourquoi la facture électronique est un sujet d'actualité aujourd'hui? Il faut savoir aujourd'hui que la TVA, qui est un élément important en Europe, représente à peu près entre 30 et 40% des revenus d'un État, donc c'est assez significatif. Et que dans ces 30 à 40% de TVA, il y a à peu près un trou de 20 à 30% qui n'est pas collecté par l'État. Et donc la facture électronique permet justement au gouvernement de faciliter le contrôle et surtout de réduire le trou TVA qui représente à peu près entre 20 et 30%, et ce qui représente aujourd'hui en Europe à peu près 150 milliards d'euros dans l'ensemble des 28 États membres, donc ce n'est pas rien. Et donc la TVA et la facturation est un merveilleux outil pour les gouvernants qui permettent de transférer aux sociétés privées la collecte de l'impôt et la redistribution après à l'État. Alors aujourd'hui, quelles sont les approches en vigueur au niveau international? On distingue deux approches. L'approche de type clearance qui apparaît en bleu clair sur la carte et l'approche de type post-audit qui apparaît en gris foncé sur la carte. Donc on voit par exemple que l'Europe représente une approche post-audit. On va rentrer dans les détails de la signification de ce genre de choses. Ce qui est important de voir, c'est que l'approche clearance existe depuis longtemps. Elle s'est déployée dans un premier temps dans les pays d'Amérique latine en 2010, avec des pays comme le Chili et ensuite le Mexique et le Brésil, pays dans lesquels le trou de TVA était très important, représentait à peu près 60% de la TVA qui n'était pas collectée, et donc des pays malheureusement avec pas mal de fraude. Et cette approche clearance s'est développée très vite dans la mesure où elle est assez systématique et nécessite l'intervention d'une plateforme gouvernementale pour le processus de facturation. L'approche post-audit qui est présente en Europe, elle date principalement du début des années 2010 aussi, mais son implémentation a mis beaucoup plus de temps, où il a fallu transcrire dans les différentes législations des États membres les directives européennes. Et donc tout ça a pris beaucoup plus de temps. Et on va voir en détail à quoi correspond cette approche post-audit, mais on peut dire aujourd'hui qu'elle représente l'Union européenne, l'Amérique du Nord, l'Australie, l'Afrique du Sud, l'Inde, alors que d'autres économies émergentes comme la Chine se dirigent vers des systèmes de type clearance. Alors, qu'est-ce qu'un système de type clearance? C'est un système où le fournisseur doit émettre sa facture sous un format structuré, la plupart du temps dans un format XML, et il va envoyer sa facture avec un protocole de communication à une plateforme gouvernementale ou une plateforme accréditée par l'État. Et cette plateforme gouvernementale va approuver ou non la facture. Donc il va y avoir une analyse sémantique et une analyse syntaxique. Et si la facture est approuvée, il va y avoir un numéro unique qui va être intégré à la facture. Et cette facture va être renvoyée au fournisseur, qui aura à ce moment-là l'autorisation d'envoyer sa facture à l'acheteur, donc à son client, par le moyen qu'il souhaite, donc par des méthodes dites traditionnelles ou par mail, peu importe. Par contre, à la réception de la facture structurée, le client devra recontacter la plateforme gouvernementale pour valider la facture et s'assurer qu'elle a bien été approuvée au préalable par l'État.
Donc il y a un processus de validation qui consiste à envoyer la facture et un processus de confirmation qui consiste à dire ok, la facture a bien été approuvée, vous pouvez en tenir compte dans votre comptabilité. En parallèle à l'émission de la facture, il y a aussi certains messages en fonction des pays qui sont exigés. Par exemple, dans un pays comme le Mexique, il est nécessaire d'accompagner les produits qui sont transportés par une copie en fait papier de la facture dans un format lisible. Donc on voit ce sont l'approche clearance est très structurée, présente en Amérique latine, en Turquie, mais aussi en Italie, on y reviendra, donc c'est assez nouveau, l'Italie qui est toujours membre de l'Union européenne. En ce qui concerne l'approche post-audit, donc on est dans un contexte tout à fait différent, et cette approche a été créée au départ par l'Union européenne, donc le berceau, si je puis dire, c'est la directive 2010-45 du Conseil de l'Union européenne, qui date donc de 2010. Et le grand principe de la directive est de dire, pour le processus de facturation, il faut assurer l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité des factures émises au reçu pendant toute la durée de conservation légale de la facture. Et on va voir tout à l'heure que la conservation d'une facture dans un système d'archivage à valeur probatoire peut varier d'un pays à l'autre. En France, le droit commercial impose 10 ans, mais dans d'autres pays c'est soit 7 ans ou 11 ans, tout ça dépend. Alors, authenticité de l'origine, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit être possible d'identifier de manière formelle qui a émis la facture. Et l'intégrité du contenu, ça veut dire qu'il ne doit pas être possible de modifier la facture pendant toute sa période de conservation légale. Donc le terme post-audit veut dire en réalité qu'une audit peut se produire après l'émission de la facture et qu'il est important pour le fournisseur, et obligatoire d'ailleurs pour le fournisseur et l'acheteur, de conserver la facture électronique dans un système d'archivage à valeur probatoire qui permet d'assurer l'intégrité du document pendant toute sa période de conservation. Donc cette directive qui a été émise en 2010 a pris un certain temps avant d'être transposée dans les différentes législations, dans les différents droits dans les États membres. En France, elle a été transposée via l'article 289 du Code général des impôts. Et cet article 289 fait référence à 3 méthodes pour assurer la dématérialisation fiscale des factures, méthodes qui avaient déjà été énoncées dans la directive. Ces méthodes sont la piste d'audit fiable, le délit fiscal et la signature qualifiée ou RGS 2 étoiles. Un petit mot en ce qui concerne l'Italie. Donc l'Italie, jusque l'année passée, était un pays de type post-audit. L'Italie a décidé assez rapidement de déployer un système de type clearance depuis janvier 2019 qui concerne toutes les factures, donc pas seulement les factures B2G, donc les factures des fournisseurs de l'État, mais aussi les factures B2B, donc qui concernent les organisations privées, mais aussi les factures B2C. Et donc c'est une véritable révolution en Italie. Donc l'Italie avait déjà déployé une plateforme pour les factures B2G, donc pour les fournisseurs de l'État, et c'est cette même plateforme qui a été réutilisée pour les échanges B2B. Cette plateforme est opérationnelle pour le B2B depuis janvier 2019 et surtout obligatoire pour les échanges B2B. Elle ne concerne que les factures domestiques, c'est-à-dire que l'échange des factures à travers la plateforme italienne, qui s'appelle la plateforme SDI, ne concerne que les fournisseurs établis en Italie et les acheteurs établis en Italie. Ce qui veut dire que pour les échanges transfrontaliers, l'utilisation de la plateforme n'est pas obligatoire, mais elle est recommandée dans la mesure où elle permet d'éviter de faire des reportings supplémentaires qui sont exigés aujourd'hui pour les facturations transfrontalières. Une particularité de la plateforme italienne, c'est que contrairement aux plateformes clearance habituelles que l'on voit dans les modèles d'Amérique latine, la plateforme est aussi une plateforme d'échange, c'est-à-dire que
l'acheteur va récupérer sa facture dans son format XML à partir de la plateforme SDI, de la plateforme gouvernementale. Il y a plusieurs moyens pour le faire, à travers un portal, à travers un système de mail accrédité par l'État italien ou différents protocoles de communication. Mais dans ce cas-ci, le fournisseur ne doit plus envoyer la facture à son acheteur. C'est au moment où il l'envoie à l'État, à la plateforme gouvernementale pour avoir l'approbation, que la facture, ensuite, une fois approuvée, peut être déchargée ou reçue par l'acheteur. Alors, cette révolution, il semble qu'elle fasse des émules, à savoir que pas mal d'administrations fiscales en Europe se sont penchées sur le cas italien et ont trouvé ce système évidemment fort intéressant. Alors, pourquoi il est intéressant? Mais il permet à un gouvernement d'avoir en temps réel un dashboard de son économie et donc c'est pas anodin. Ça permet aussi beaucoup plus facilement de détecter les fraudes, les carrousels à la TVA par exemple. Et très récemment, le 27 septembre cette année-ci, le gouvernement français donc a fait un projet de loi finance pour l'année prochaine. Et ce projet prévoit la mise en place d'une plateforme qui s'apparente à une plateforme de type clearance. Donc le mot clearance n'a pas été utilisé, mais effectivement, on voit une description d'un processus où les fournisseurs doivent envoyer à une plateforme gouvernementale française les éléments de la facturation. Il faut savoir que pour implémenter un système de type clearance en Europe, il faut demander une dérogation à l'Union européenne. L'Italie l'a fait, a obtenu cette dérogation, donc la France a fait le nécessaire pour demander cette dérogation. Alors une dérogation est nécessaire, pourquoi? Parce qu'un système de type clearance, lorsqu'il est rendu obligatoire, impose à un acheteur de recevoir une facture électronique. Or, ça va à l'encontre de la directive 2010-45 de l'Union européenne. Et elle impose aussi à l'acheteur de recevoir un format bien précis, un format XML, qui est aussi en opposition par rapport à cette directive 2010-45. Alors, il se dit évidemment que la plateforme Chorus Pro, aujourd'hui utilisée pour les échanges B2B, pourrait être étendue aussi, comme le dit Ali, pour les échanges B2B et voire B2C. Le projet de loi finance indique que le déploiement envisagé se ferait pendant la période 2023 jusqu'en 2025. D'abord pour les grosses sociétés et puis progressivement vers les plus petites sociétés. Mais aujourd'hui, le projet de loi finance ne répond pas aujourd'hui à de nombreuses questions. Il est prévu aussi dans ce projet qu'un rapport va être émis pour le mois de septembre de l'année prochaine, où les différents aspects juridiques, opérationnels, mais aussi techniques seront envisagés pour permettre aux sociétés de se préparer. Donc voilà pour les plateformes de type clearance. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place et qu'il se dit dans les administrations fiscales que ce système sera en tout cas adopté par de plus en plus de pays européens. Ce qui fait sens évidemment pour réduire justement ce trou de TVA. Alors, quels sont les gains de la dématérialisation fiscale? On a en face de soi des gains qualitatifs et des gains quantitatifs. Donc la dématérialisation n'est plus vraiment en choix déjà en France, tout ce qui est échange B2G est obligatoire et à partir de janvier l'année prochaine, même les TPE, les toutes petites entreprises seront obligées d'envoyer des factures à l'État. Il est clair qu'aujourd'hui, la facture électronique permet de gagner du temps et de réduire les coûts. Donc avec vos clients, les coûts liés à l'impression, la mise sous pli, le routage, le traitement et l'archivage de vos documents sont réduits. Avec vos fournisseurs, les factures sont plus rapidement approuvées et automatiquement codées dans le système comptable. Un élément super important, c'est la diminution de l'encours client, donc le DSO, et donc l'amélioration de la trésorerie. Donc en devenant capable de distribuer ces factures plus rapidement, votre entreprise peut collecter ses revenus plus vite aussi, et donc améliorer son cash, ce qui est très important. On a aussi des gains dans la fiabilité et le suivi des factures clients. Donc vous pouvez suivre la diffusion des factures, savoir à quel moment vos clients ont reçu la facture et ont ouvert la facture. Vous pouvez aussi réduire de manière significative les risques de litige. Donc, ça permet de réduire les risques d'erreur. Et donc, ça permet aussi souvent de donner lieu à la suppression d'un ou plusieurs systèmes comptables. Ça permet en tout cas de rationaliser le processus de facturation.
Un point très important aujourd'hui, c'est aussi améliorer les gages éco-responsables de votre entreprise. Donc la mise en œuvre de la facturation électronique donne à votre entreprise l'image d'une organisation innovante et soucieuse de l'environnement, et on sait que c'est quelque chose de très important aujourd'hui. Et enfin, un projet de dématérialisation permet de recentrer, grâce à l'automatisation, un certain nombre de ressources sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Voilà pour les gains quantitatifs et qualitatifs. Un rapide mot concernant l'archivage des factures en France. Donc aujourd'hui, on a deux droits en France qui existent, le droit fiscal et le droit commercial. Le droit fiscal impose une durée d'archivage de 6 ans, alors que le droit commercial impose une durée d'archivage de 10 ans. Et donc, lorsque vous faites un projet de dématérialisation, il va falloir archiver vos factures pendant 10 ans. Cela concerne l'archivage, évidemment la facture, mais aussi toutes les données nécessaires pour prouver l'intégrité des données et l'authenticité de l'origine. Et donc, un exemple concret, si vous signez vos factures avec une signature qualifiée, eh bien, il faudra aussi archiver la signature qualifiée avec le document. Et donc, dans certains cas de figure, si on prend par exemple les factures PDF, la plupart du temps, évidemment, ces PDF contiennent les factures. Il suffit donc d'archiver la facture signée, le PDF signé, pour être en conformité avec la réglementation d'archivage. Les réglementations donc européennes et françaises ne précisent pas un format pour l'archivage, donc il faut archiver la facture dans son format original. Si c'est un fichier PDF, ce sera le PDF. Si le format original est un fichier structuré échangé par EDI, ce sera le fichier structuré. Important aussi, la législation mentionne que l'archivage peut être réalisé par un tiers, donc vous pouvez confier votre archivage à une société externe, et que l'archivage peut être aussi réalisé en dehors de la France, de préférence dans un pays de l'Union européenne. Et si ce n'est pas dans un pays de l'Union européenne, il faut que ce soit archivé dans un pays avec lequel la France a un traité d'assistance mutuelle pour le droit TVA. Enfin, la législation française et européenne mentionne qu'en cas d'audit, il y a une obligation de fournir les factures demandées par l'auditeur dans un délai très court. Donc sans délai. Voilà pour l'archivage. Je voudrais simplement vous faire un mot sur une évolution assez importante qui s'est produite durant l'année 2017. Donc on a parlé d'archivage de factures électroniques, mais il faut savoir que aujourd'hui, si on considère les factures papier, il y a la possibilité pour un fournisseur ou un acheteur d'archiver uniquement une copie numérique qu'on appelle la copie fiable et de se séparer de l'archivage, de la facture papier. Donc il n'est plus nécessaire de conserver la facture papier en France depuis l'arrêté du 22 mars 2017. Alors cet arrêté couvre non seulement le processus de numérisation, mais aussi le processus d'archivage. Et donc cet arrêté il mentionne par exemple que la numérisation doit être réalisée dans des conditions qui garantissent la reproduction à l'identique du document original. Donc par exemple les couleurs doivent être reproduites à l'identique. Des dispositifs de traitement d'image sont interdits et s'il y a des algorithmes de compression qui sont utilisés, ils doivent se faire sans perte d'information. Cet arrêté aussi indique qu'il faut conserver les factures dans un format PDF ou PDF A3 dans le but de garantir l'auditabilité à long terme. Donc ces formats garantissent de pouvoir être lus dans de nombreuses années. Donc c'est un élément important. L'arrêté aussi mentionne la nécessité pour conserver la copie fiable électronique d'apposer une signature sur le document avec une signature qui correspond au référentiel général de sécurité 1 étoile et que chaque fichier doit être horodaté. Enfin, donc, cet arrêté précise qu'il faut disposer aussi d'une documentation qui couvre l'aspect de numérisation, mais aussi l'aspect de l'archivage. Donc tout ça doit être documenté de telle sorte que lors d'une audit, l'auditeur puisse appréhender assez facilement le processus et vérifier qu'il correspond à l'arrêté. Donc
Pourquoi cet arrêté est intéressant? D'une part parce qu'il y a un ROI certain pour ne plus archiver le papier mais simplement conserver l'électronique, et surtout vous pouvez avoir un seul archivage pour conserver les factures électroniques, mais aussi le double électronique, donc les copies fiables des factures papier, dans un endroit centralisé. Revenons maintenant brièvement sur les 3 procédés de facturation pour les décrire un peu mieux. Donc, on avait mentionné que l'article 289 du Code général des impôts précisait 3 méthodes: l'EDI fiscal, la facture PDF ou la facture signée avec une signature qualifiée au RGS 2 étoiles, et enfin la piste de dite fiable. Alors, la piste de dite fiable, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, il faut mentionner qu'elle est applicable pour les factures papier, est obligatoire aujourd'hui pour les factures papier, et elle peut être appliquée aussi pour les factures électroniques. Donc, dès qu'on ne fait pas de l'EDI fiscal ou de la signature qualifiée, pour des factures électroniques, on a affaire de la piste de dite fiable. Et l'objectif de la piste de dite fiable, c'est de pouvoir reconstituer la totalité du processus de facturation, et surtout de garantir que toute facture émise ou reçue reflète une livraison de biens ou une prestation de service. Enfin, elle a aussi pour objectif de pouvoir justifier toute opération par une pièce d'origine, c'est-à-dire que, de manière schématique, tout le contenu d'une facture doit pouvoir être justifié à partir de documents annexes, par exemple un contrat, par exemple un bon de commande, par exemple une notification d'envoi des produits ou une information de paiement. Alors, pour faire une piste de dite fiable, il y a différents contrôles à mettre en place. Les contrôles, ils peuvent être intégrés au système informatique sous forme de traitement informatique, mais ils peuvent être aussi documentés sur papier. Donc ces contrôles documentés doivent permettre à l'administration de les appréhender facilement lors d'un contrôle fiscal. Alors la documentation, bien évidemment, elle dépend de la taille de l'entreprise, du volume de factures émises ou reçues, et des moyens humains et financiers de la société. Donc une petite TPE, par exemple, devra simplement fournir une documentation sommaire et décrire quels sont les processus en place. En ce qui concerne l'EDI fiscal, d'une manière générale, on parlera dans ce cas-là de l'envoi d'un fichier structuré par le fournisseur vers l'acheteur au moyen d'un protocole de communication sécurisé. Alors l'EDI fiscal, pour être tout à fait concret, la Commission européenne a émis une recommandation 94/820 qui décrit ce qu'est l'EDI fiscal, et donc l'élément principal, c'est un accord type européen pour l'échange de données informatisées. Donc on va trouver dans cet accord-là un certain nombre de dispositions juridiques, mais aussi un certain nombre de dispositions techniques. Par exemple, les parties s'engagent à conserver en cas de litige, s'engagent à dire que les enregistrements des messages EDI sont admissibles devant les tribunaux, par exemple, que les messages EDI doivent être traités dès réception, ou en tout cas dans un délai précisé dans une annexe, et enfin qu'un accusé de réception n'est pas obligatoire, sauf s'il est redemandé par l'acheteur. En ce qui concerne la signature électronique qualifiée, donc c'est la 3e méthode pour faire de la démat fiscale de facture. Cette signature doit reposer sur un certificat qualifié octroyé par une autorité de certification européenne qualifiée. Cette signature aussi peut être basée sur une signature RGS 2 étoiles. Donc la législation française prévoit une équivalence entre la signature RGS 2 étoiles et la signature qualifiée. Il faut savoir que la signature RGS 2 étoiles est un concept français, ce n'est pas un concept européen. La signature électronique qualifiée a un certain nombre d'avantages. Tout d'abord, c'est la réversibilité de la charge de preuve, c'est-à-dire que si vous avez un contrôle par un auditeur TVA ou fiscal, par exemple, c'est à lui à démontrer que la signature électronique n'est pas valable. Et donc, lorsque nous allons signer un document, nous allons évidemment vérifier la validité de la signature et on fera en sorte que la signature soit toujours valable. L'autre avantage, c'est l'auditabilité long terme, c'est-à-dire que si vos processus changent, si votre organisation change, et c'est souvent le cas dans des organisations, eh bien il faut mettre à jour la documentation, toujours pour assurer l'intégrité des données et l'authenticité de l'origine. Ça prend du temps, et donc la signature électronique qualifiée ou RGS 2 étoiles a ce grand avantage, c'est que pendant toute la période de conservation,
il est très facile de montrer l'intégrité du données et l'authenticité de l'origine grâce à la signature. Il est important de mentionner que donc, dans les pays post-dites, un acheteur qui reçoit une facture électronique, par exemple signée, doit donner son consentement. Ça, c'est une condition importante et obligatoire. Et que s'il reçoit un document signé, par exemple un PDF signé, il a l'obligation de valider la signature. Alors il faut savoir que la législation européenne et française permet aux fournisseurs de valider la signature pour le compte de l'acheteur, ce qui permet un déploiement plus facile de la facture électronique auprès de ces acheteurs. Voilà pour la signature qualifiée. Donc, on voit qu'elle a beaucoup d'avantages. C'est quelque chose qui est assez facile à mettre en œuvre dans la mesure où déjà pas mal de sociétés aujourd'hui émettent des factures PDF. N'importe quel système comptable aujourd'hui est capable de sortir une facture en format PDF. Et la signer est un processus très simple à mettre en œuvre. Pour terminer cette présentation concernant les aspects réglementaires au niveau français et international, je voudrais simplement insister sur les impacts de la non-conformité des factures. Donc, il y a un certain nombre de risques. Ce n'est pas anodin. Donc, il y a des sanctions pénales qui dépendent du Code du commerce et des sanctions fiscales qui dépendent du Code général des impôts. Donc, dans les sanctions pénales, par exemple, il y a un certain nombre de champs et de mentions obligatoires qui doivent apparaître dans une facture. Et si ce n'est pas respecté, vous pouvez avoir des amendes qui peuvent s'élever jusqu'à 75 000 €, donc ce n'est pas rien. En ce qui concerne les sanctions fiscales, par exemple, il n'y a pas d'émission de facture, il peut y avoir des amendes jusqu'à 50% du montant de la facture. S'il y a des éléments erronés dans la facture, il peut y avoir une amende jusqu'à 15 € par élément erroné avec un maximum de 25% du montant total de la facture. Et enfin, si une faute avérée est constatée par un auditeur, c'est à ce moment-là la non-déductibilité de la TVA qui est en jeu. En ce qui concerne la conformité des factures, ce sont acheteurs et fournisseurs qui sont tous les deux responsables. Voilà. Très bien. Olivier, je te laisse la main. Merci Philippe, c'était dense mais très très riche. Je vous rappelle que si vous avez des questions qui vous sont venues durant cette première partie réglementaire, n'hésitez pas à nous les envoyer par le chat ABC Solutions France. Comme ça, on pourra les prendre en compte, y répondre en fin de session ou en tous les cas, vous les communiquer par la suite avec nos réponses. Donc, on va parler maintenant projet et solution. Donc, tout d'abord, la solution EasyInvoice. En fait, BC Solutions donc, propose des solutions de dématérialisation à tous ses clients pour couvrir tous les besoins en termes de gestion de contenu dans le sens large. Donc, on travaille avec l'éditeur OpenText et une brique qu'on a constatée manquante chez tous nos clients, c'est cette dimension conformité fiscale. Donc, comment, au-delà des solutions de pure dématérialisation, on va pouvoir vous garantir cette conformité. Donc c'est de là qu'est né EasyInvoice, donc qui a été lancé en 2017. Donc ça va être vraiment l'élément central pour votre conformité fiscale. Donc on va venir enrichir toutes les solutions, que vous ayez qu'elles soient en place ou non, ou qu'elles soient à venir. Mais dans tous les cas, EasyInvoice, on le propose volontairement on-premise, c'est-à-dire qu'installé dans votre SI. Donc la première présentation là, ça va être un peu technique. Désolé pour les personnes du métier, mais néanmoins, c'est important, c'est un élément important parce que sur le marché, vous allez voir d'autres solutions qui sont plutôt des plateformes. Nous, on est on-premise. L'idée, c'est de pouvoir conserver vos données chez vous. Vous avez accès à toutes les données qui sont stockées dans EasyInvoice, que ce soit avec vos outils de reporting ou par extraction. Donc voilà, ça reste les données sont votre propriété et donc elles restent en local. Cet écran-là montre voilà, quelques screenshots du monitoring et de la traçabilité qu'on va pouvoir avoir dans EasyInvoice. L'objectif là, c'est de vous montrer que c'est une plateforme qu'on a voulu très simple, qu'on a voulu pilotable directement par votre équipe informatique, donc avec un outil de monitoring qui va permettre de relancer, de savoir le statut de tous les services qui sont implémentés, et puis un outil de reporting qui va s'enrichir au fur et à mesure des releases et dans lequel on va proposer la possibilité, notamment aux métiers, de pouvoir accéder et de suivre ce qui s'est passé sur une facture, quand est-ce qu'elle a été envoyée, à qui elle a été envoyée, est-ce qu'il y avait des pièces jointes avec la facture, etc., etc. Donc, ce qui est important là de souligner, c'est que tout ce qui se passe dans EasyInvoice est historisé
et vous y avez accès pour suivre la traçabilité de toute votre facturation, de tout votre envoi de facturation. Si on regarde très schématiquement l'implémentation d'EasyInvoice au travers de la facture client, en fait ça reste quelque chose d'assez simple. On l'a voulu, là pour le coup c'était un vrai axe de travail, on l'a voulu peu intrusif dans votre SI. Aujourd'hui vous avez des ERP, des outils de facturation qui vont générer des factures PDF. EasyInvoice va récupérer ce fichier PDF accompagné d'un fichier XML, d'un fichier de données complémentaire à la facture, et puis il va récupérer ça et il va le traiter en fonction des scénarios qui auront été définis ensemble, donc des workflows de traitement de votre facture. Donc dans tous les cas, on va apposer la signature RGS 2 étoiles, on va réaliser l'archivage à valeur probatoire, donc tout ça au travers de notre partenariat avec Sovos Trustweaver. Et ensuite, en fonction du scénario de traitement de vos factures, on va pouvoir l'envoyer donc en interne. Donc là, ça veut dire qu'on va pouvoir alimenter votre GED si vous en avez une en interne, alimenter des répertoires particuliers parce que vos équipes ont l'habitude de travailler sur des répertoires. Mais dans tous les cas, c'est bien la facture signée qu'on va retrouver dans tous ces endroits. Et également, bien sûr, on va communiquer des factures vers les clients. Donc là, au travers de leur canal de communication de préférence. Donc ça va être par email, PDF, ça va être aussi, vous en aurez encore à gérer pendant quelques années, par papier certainement, au travers de portails également. Et là notamment, on va avoir Chorus Pro comme portail qui est déjà embarqué, on va dire, en standard dans la solution. Donc si on regarde le schéma d'implémentation sur la partie facture fournisseur, là le schéma reste encore une fois assez simple. Alors, il y a certainement des entreprises qui seront déjà équipées de solutions de dématérialisation des factures fournisseurs, d'autres non. Dans tous les cas, on est capable de venir s'implémenter selon votre contexte. EasyInvoice va intervenir en fait une fois que vos factures auront été ce qu'on appelle vulgairement ossérisées, c'est-à-dire que on aura extrait les informations de vos factures. À ce moment-là, EasyInvoice, à partir de ces informations, va pouvoir aller apposer la signature sur la facture et réaliser l'archivage à valeur probatoire pour toute la durée de conservation. Donc, comme pour la facture client, on est sur les 10 ans. Donc ensuite, une fois que la facture est signée, archivée, là, on va pouvoir continuer votre traitement, vos process internes, notamment de workflow de validation et d'intégration de la facture ou des données de la facture dans votre ERP, dans votre outil compta. Et bien évidemment, on va pouvoir alimenter, là encore, votre GED, vos répertoires spécifiques. L'idée étant de ne pas révolutionner de votre façon de faire aujourd'hui, mais venir vraiment de s'intégrer dedans. Donc là encore, je pense que c'est un élément différenciant d'EasyInvoice par rapport à d'autres solutions. C'est d'être, même sur vos processus métiers, d'être le moins intrusif possible. Donc, maintenant, un point important, une vraie valeur ajoutée de la solution réside dans son partenariat avec Sovos Trustweaver. Donc, Sovos Trustweaver, c'est ni plus ni moins le leader mondial de la confiance numérique. Donc, il est reconnu, Sovos Trustweaver est reconnu en tant que Qualified Trust Service Provider. Donc là-dessus, il a toute la légitimité à apporter cette conformité fiscale. Et donc, c'est au travers de ce partenaire que nous allons réaliser les signatures électroniques, RGS 2 étoiles, l'archivage à valeur probatoire, donc qui se passe sur leur data center en Suède. Donc là-dessus, il n'y a pas de réglementation précise qui interdit l'archivage des factures en Suède. Il y a juste pour la France une lettre d'information, de notification à envoyer à l'administration fiscale. Il n'y a même pas besoin d'avoir leur validation. Elle est de fait. L'autre point, et là c'est la vraie valeur qu'on va trouver, c'est qu'au travers de la solution et au travers de Sovos Trustweaver, vous allez externaliser la veille juridique fiscale. Alors ça, c'est un point qui est primordial, notamment pour les équipes métiers et les équipes financières. Vous êtes tous confrontés aujourd'hui, je pense, à des connaissances que vous aviez il y a 5 ans de la réglementation. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'elle a déjà évolué, qu'il y a déjà d'autres possibilités qui sont offertes aux entreprises sur la partie fiscale. Et en fait, ça montre bien que aujourd'hui, les entreprises, elles n'ont pas le temps de suivre toutes ces évolutions. Elles n'ont pas le temps de s'assurer que leur solution en place, interne ou pas, mais suivent ces évolutions réglementaires. Et pour autant, vous êtes bien obligé de vous y conformer. Donc vraiment, avec la solution, on va garantir aussi
non seulement que c'est conforme à la réglementation au jour de l'implémentation, mais ça va suivre aussi les évolutions réglementaires dans le temps. Donc et pour ça, avec Sovos Trustweaver a une accréditation annuelle qui est donnée par PricewaterhouseCoopers, dont le type vous est donné dans le slide, mais qui va couvrir toute la méthodologie, toute cette veille juridique, toute la compliance map qu'il y a autour de la solution. En termes de couverture pays, donc EasyInvoice ne va pas être une solution franco-française, hein. On va être vraiment sur une couverture internationale. Donc là, dans le schéma, on voit une liste de pays assez conséquente, hein, puisqu'on couvre plus de 60 pays dans le monde. Ce qu'il faut bien voir ici, c'est que sur la partie post-audit, il n'y a pas en termes d'implémentation, une fois que vous avez EasyInvoice en place, c'est que du paramétrage de votre côté pour pouvoir couvrir les pays qui sont listés ici. Sur la partie clearance, comme vous l'avez compris suite à la description que vous en a fait Philippe, là, il faut vraiment faire une étude cas par cas parce que selon les pays, les conditions d'envoi de la plateforme utilisée, avoir des relais locaux ou pas, vont faire qu'il va falloir vraiment analyser la capacité qu'on va avoir à implémenter EasyInvoice sur ces parties-là. Mais dans tous les cas, tout ce qui est post-audit qui va être, je pense, la majorité des cas qu'on va rencontrer, là, c'est extrêmement, extrêmement simple. Ensuite, un point là sur lequel on insiste particulièrement, c'est qu'il faut vraiment distinguer deux types d'archivage. L'archivage à valeur probatoire et l'archivage de gestion. L'archivage à valeur probatoire, ça va être vos anciennes armoires où il y avait les factures papier. Donc là, on va retrouver que les factures. D'accord ? C'est un archivage qui va être contraignant puisqu'il va falloir respecter les réglementations en vigueur. C'est un archivage qui va devoir évoluer en fonction de l'évolution de ces réglementations, bien évidemment. Et le seul objectif de cet archivage, c'est de permettre un accès à l'ensemble de vos factures, entre guillemets, originales, lors d'un contrôle, lors d'un audit interne. D'accord ? À côté de ça, on a l'archivage de gestion qui, lui, ne concerne absolument pas que les factures, mais va concerner tous vos documents. Cet archivage, il n'a aucune contrainte particulière, hormis celle que vous allez lui donner. Son seul rôle, ça va être de permettre aux utilisateurs d'accéder rapidement et facilement aux documents. Donc là, on est plus sur une problématique de productivité de vos équipes et qui va au-delà de la simple facture. Néanmoins, il est vraiment important de distinguer vraiment archivage à valeur probatoire, c'est pendant 10 ans, c'est pour les contrôles. L'archivage de gestion, c'est pour la productivité de vos équipes internes. On va y avoir les factures, les devis, les bons de commande, etc. Je suis passé très rapidement sur cette partie description EasyInvoice parce que je voudrais juste préciser quelques points au sujet des projets de dématérialisation et d'implémentation d'EasyInvoice. D'accord ? Donc, on a bien vu, on va avoir les deux pans, facture client, facture fournisseur. C'est des projets qui vont vraiment pas avoir les mêmes enjeux ni les mêmes impacts en interne sur l'entreprise. La facture client, ça va n'engager que votre entreprise, d'accord ? Respecter la conformité fiscale, c'est une problématique interne. Le ROI, il est évident quand on parle de remplacer un envoi postal par un envoi dématérialisé. Là, vous avez toute l'écoute normalement de votre direction. Et puis en termes de process, et là vraiment les directions financières sont très sensibles là-dessus, ça va vous permettre de vous affranchir de la piste d'audit fiable quand vous aurez vos factures signées. La partie fournisseur, elle est malgré tout plus complexe à appréhender, pas techniquement mais plutôt en termes d'organisation. Donc effectivement, techniquement, vous allez pouvoir conserver la copie numérique de vos factures que vous recevez en papier. Donc ça vous sécurise sur la partie conservation des papiers et pouvoir prouver les factures que vous avez reçues. Ça va sécuriser surtout vos flux et les validations que vous allez avoir sur les factures. Donc fini les factures qui se trouvent dans un workflow, dans un parapheur et dans un parapheur qui se trouve dans un bureau on ne sait où, les périodes de congé qui compliquent tout ça. Par contre, c'est un projet qui va avoir un impact en termes organisationnels en interne. Il va falloir revoir tous les process. Il y a une équipe compta dédiée au traitement de ces factures fournisseurs. Souvent, il y a de la saisie, de la re-saisie. Donc, c'est un process qui est aujourd'hui très lourd. En termes d'organisation, et ça, c'est un biais qu'on constate chez les clients, c'est qu'on essaye toujours de valoriser ces projets-là, factures fournisseurs, par un ROI. Attention, l'idée, c'est pas de gagner des ETP, c'est plutôt de replacer des ETP. Disons que pour une entreprise, il vaut mieux avoir moins de personnes sur la partie comptable fournisseur, mais plutôt et renforcer les équipes sur la partie comptable client pour gérer les problèmes de trésor, de retard de paiement, etc. Donc voilà. Par contre, dans tous les cas, tous ces projets-là, ils doivent être portés par la direction financière. Je ne vois plus aucun projet aujourd'hui qui se lance
sans que le sponsor soit le DAF et qu'il soit pleinement investi sur le projet. Un schéma rapide sur la partie facture client. Aujourd'hui, finalement, on se rend compte que la dématérialisation, elle est déjà en marche. Vous envoyez déjà des factures par email. Vous stockez déjà des factures sur des répertoires. J'ai des clients qui, même sans faire de signature, ne stockent pas du tout le papier, n'archivent pas du tout la facture papier qui est transmise. Donc finalement, aujourd'hui, la plupart du temps, vous êtes borderline, on va dire, avec la conformité fiscale, voire pas du tout conforme. Alors attention, les contrôles vont être de plus en plus pointilleux sur cette partie dématérialisée. Eux aussi apprennent au fur et à mesure et on voit d'ores et déjà que les questionnaires sont beaucoup plus denses, sont beaucoup plus étoffés sur cette partie dématérialisée, stockage numérique. Si on fait quelques points d'attention sur la partie facture client, ce qu'on constate, c'est que finalement, il va être primordial pour l'entreprise de bien maîtriser son flux original des factures. Ça paraît bête, mais on se rend compte qu'il y a des flux en parallèle qui partent pour une même facture, et il va être important de bien centraliser ça pour avoir un flux original qu'on va signer, archiver, et ensuite c'est cette facture signée qu'on va traiter. Voilà. Aujourd'hui, ce qui va être important aussi, c'est de pouvoir anticiper dans la mesure du possible l'avenir. Donc, ce genre de webinaire-là est là pour ça aussi, pour vous informer. Voilà, aujourd'hui, on va parler de facture hybride, donc qui va vraiment se démocratiser d'ici 2-3 ans. Ça risque d'être un format d'échange qui va un peu révolutionner les échanges entre PME. Puis notamment, on parlait de la France qui passerait sur un système de type clearance. C'est déjà un schéma qu'on a au travers de la solution EasyInvoice. Ce qui est important à retenir, là, c'est plus en termes de timing, une implémentation EasyInvoice dans un contexte de facture client. On va dire que dans un contexte simple, il faut 1 mois. D'accord, donc ça reste quelque chose de vraiment simple à intégrer. Après, ce qu'on peut faire dans les cas où vous avez moins la maîtrise de vos flux de facturation, c'est de réaliser un audit au préalable pour vraiment dresser une cartographie de ces flux et pouvoir garantir que l'implémentation respectera bien les prérequis. Sur la partie facture fournisseur, en fait, il y a un process à suivre. Et rappelez-vous bien que dans tous les cas, quelles que soient les solutions que vous allez mettre en place, le traitement d'une facture papier ou d'une facture PDF simple relève de la piste d'audit fiable. Donc, vous ne vous affranchirez pas de la piste d'audit fiable dans ce cas-là. D'accord ? Donc là, il faudra travailler avec vos fournisseurs pour pouvoir en sortir. Néanmoins, on va pouvoir apporter avec EasyInvoice l'horodatage du fichier PDF au travers de la signature. D'accord ? Donc, quand je parle d'horodatage, quand vous verrez l'arrêté, c'est un des prérequis techniques qui est demandé. Et puis bien sûr, l'archivage pendant les 10 ans de conservation réglementaire en France. Sur cette implémentation, je passe assez vite, mais il faut compter à peu près 1 mois et demi pour pouvoir l'implémenter dans votre processus. Alors bien sûr, il y en a qui sont déjà équipés, on va venir s'intégrer assez simplement. Pour les projets qui se lancent, c'est quelque chose qu'on intègre dès le début du projet, dans le scope du projet, pour apporter cette conformité fiscale et puis vous affranchir de la conservation de la facture papier. Une petite note en bas, nous proposons bien évidemment des solutions complètes pour gérer la dématérialisation des factures fournisseurs qui comprend l'extraction des données, le workflow et donc la partie conformité fiscale avec EasyInvoice. Très rapidement, ce qu'on peut dire, donc on a le groupe Keris et P18 qui ont bien voulu témoigner. Dans le groupe Keris, on répondait à une problématique de traitement de factures par batch avec des très gros batchs mensuels. Donc on traite environ 500 000 factures par an. L'implémentation technique d'EasyInvoice s'est faite en 1 mois. Le projet a mis plus de temps parce qu'on a rencontré des problématiques d'original de facture, ce dont je parlais précédemment. Mais voilà, en termes EasyInvoice pur, on est sur une implémentation très rapide malgré le fort volume annuel. Chez P18, le contexte était un tout petit peu différent, donc ils génèrent 10 000 factures par an quand même, mais en fait leur besoin était vraiment de faire la conformité fiscale sans modifier l'envoi des factures vers leurs clients dans un premier temps, d'accord ? Et là ils ont déjà commencé à envoyer leurs factures signées par email. Donc voilà, j'ai mis un petit slide de résumé pour vanter les avantages d'EasyInvoice, mais très clairement, c'est une solution qui va être centrale dans votre conformité fiscale, client et fournisseur. Donc, vous n'avez pas 2 plateformes à monter, c'est une même plateforme qui va garantir tout ça.
On va centraliser l'archivage de toutes vos factures, clients-fournisseurs. Donc ça aussi, c'est un point important. Vous n'allez pas vous retrouver avec des factures un peu partout, éparpillées dans diverses outils. Voilà pour la partie projet et solutions EasyInvoice. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va répondre à quelques-unes des questions qui nous ont été posées. Oui, voilà. Une des premières questions concerne l'archivage. Donc, Olivier, tu as mentionné que la solution proposée est une solution de TrustSweaver, Service TrustSweaver, qui est établie en Suède et qui est complètement intégrée à la solution EasyInvoice. Alors, ça veut dire donc que c'est pas une solution qui est full on-premise. Oui, effectivement. Alors pourquoi ce choix? Il faut savoir que la solution d'archivage de Service TrustSweaver assure sa conformité dans plus de 60 pays. Et donc certains pays ont des exigences très précises. Par exemple, les pays comme la Norvège ou le Danemark imposent de stocker les factures dans des pays nordiques. Et donc si vous avez des entités légales dans ces pays-là, il faut stocker les factures en Scandinavie. La Turquie, par exemple, a des contraintes beaucoup plus précises. Il faut archiver sur le sol turc. Et donc la solution intégrée à EasyInvoice permet justement, avec des partenaires locaux, de faire cet archivage. Donc voilà la raison pour laquelle ça se trouve en Suède aujourd'hui, et pour certains pays, avec des partenaires locaux, l'archivage se fait sur le sol local, national, mais de manière complètement transparente pour vous. Une autre question qui n'a pas été abordée directement dans la présentation, c'est au sujet de FactureX. Qu'est-ce que c'est FactureX ? FactureX, c'est un type de facture qui est une facture à la fois, donc c'est une facture en format PDF qui contient donc les données lisibles, mais qui contient aussi une partie structurée en format XML. Donc on a un fichier PDF qui contient de l'XML. Et donc ça permet à la fois d'avoir une facture lisible, mais aussi les données structurées pour intégrer cela facilement dans l'ERP ou le système comptable. Alors cette facture X, en fait, est créé par les forums nationaux français et allemands autour de la facture électronique. Donc c'est un format conjoint. Il faut savoir que chaque État membre dans l'Union européenne a un forum national qui traite des exigences locales. Donc français et allemands se sont mis d'accord sur le format FactureX, mais surtout FactureX est la première implémentation de la norme sémantique européenne EN 16931, publié par la Commission européenne le 16 octobre 2017, qui visait justement à définir un format et se mettre d'accord sur la sémantique des données de la facture. Alors, signe de la volonté du gouvernement français de promouvoir ce format, aujourd'hui, FactureX peut être aussi un format envoyé à la plateforme Chorus Pro. Est-ce qu'on a encore le temps pour une question ou l'autre? Allez, la dernière par rapport aux trois méthodes de... Oui, donc la législation française et européenne prévoit 3 méthodes pour faire la démat fiscale des factures. Quelles sont vos recommandations en ce domaine-là? Alors, il n'y a pas de réponse précise et unique par rapport à cela, ça dépend du type de société. Si vous, par exemple, vous êtes une grosse société active dans la distribution, clairement, où vous avez des dizaines, voire des centaines de milliers de fournisseurs, l'EDI va être une priorité, c'est le cas de la grande distribution, où ils vont d'abord considérer des fournisseurs qui sont capables de faire de l'EDI, ou inversement. Par contre, si vous êtes une société qui avait déjà des solutions d'éditique ou de GED, où vous êtes capable de sortir des factures en format PDF, par exemple, la signature électronique va être le moyen le plus simple pour implémenter la démat fiscale des factures et surtout implémenter, donc, pour les factures clients, 100% de vos flux en une fois. Donc la piste d'audit fiable, comme le disait Olivier, c'est quelque chose par contre d'incontournable lorsque vous avez des factures fournisseurs en papier ou si vous recevez des factures PDF par mail. Voilà, nous d'une manière générale pour les factures clients, on recommande la signature qualifiée au RGS des étoiles car elle permet l'auditabilité long terme, comme on le disait, mais surtout la réversibilité de la charge de preuve. C'est-à-dire que si vous faites de la piste d'audit fiable ou l'EDI fiscal, vous risquez néanmoins lors d'un contrôle d'avoir l'auditeur, TVA par exemple, qui vous dit « je suis désolé, mais votre piste d'audit fiable n'est pas suffisamment bien documentée ou l'EDI mal implémenté et vous pouvez être pénalisé pour ça ». Par contre, la signature qualifiée au RGS des étoiles, ce n'est pas possible.
Très bien, merci Philippe pour ces réponses. On vous remercie de votre participation et on espère que ce webinaire vous aura éclairé sur la partie réglementation, vous aura éclairé également sur la partie solution. Et en tout cas, on se tient à votre disposition pour échanger par la suite sur tous ces sujets qui vont être de toute façon une préoccupation pour toutes les entreprises. Au revoir. Au revoir.